Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire co-organisé avec les techniques de l'ingénieur et l'ENSIAT. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Nous allons parler de consommation d'énergie et de facture énergétique. Juste un petit point technique, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans le module de chat de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation, nous les prendrons à la fin. Alors, la crise énergétique géopolitique que nous vivons depuis un an a entraîné dans son sillage une explosion des coûts de l'énergie. Et puis, en parallèle, les entreprises subissent de nouvelles contraintes, les incitant à faire preuve de sobriété énergétique. Dans le tertiaire comme dans l'industrie, des solutions et des comportements doivent être adoptés afin de réduire les consommations d'énergie. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir nos trois intervenants. Monsieur Marvillier, vous êtes responsable de la chaire des systèmes énergétiques et président du conseil scientifique et de perfectionnement de l'ENSIAT. Vous êtes également professeur au CNAM et à l'IFI. Monsieur Baounous, vous êtes un ancien de l'ENSIAT. Vous êtes ingénieur éco-énergéticien et cofondateur de KIMSI. Vous intervenez aujourd'hui avec monsieur Nicolas Scarano, qui est le fondateur et directeur d'Equivolt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous faisons ce webinaire en partenariat avec l'ENSIAT. L'ENSIAT, c'est une école d'enseignement supérieur d'ingénierie appliquée aux transitions énergétiques et numériques, fondée il y a 20 ans au service du développement durable, qui compte aujourd'hui plus de 1150 anciens élèves diplômés. C'est une école d'ingénierie qui est particulièrement attentif aux questions énergétiques et à tout ce qui concerne l'Internet des objets. Une école qui est en partenariat pédagogique avec le CNAM Paris et qui a aujourd'hui 2 sites, un à Paris-Ouest, à Suresnes, et l'autre dans le nord de Paris, à Tremblay en France. Notre webinaire se déroulera en 2 parties. Je vais tout d'abord passer la parole à monsieur Marvillier qui fera un focus sur les obligations réglementaires et nous introduira à quelques solutions techniques innovantes. Dans une deuxième partie, monsieur Baounous et Scarano nous feront un état des lieux du marché de l'énergie et nous présenterons des solutions pour alléger la facture et mieux consommer. Je passe donc tout de suite la parole à monsieur Marvillier pour la partie. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Et je vais essayer de répondre à la première des questions qui est comment maîtriser votre consommation d'énergie. Au fond, c'est un sujet relativement ancien, dirons-nous, puisque dès 1973, après le premier choc pétrolier, les pays, la France en particulier, les pays européens et les pays de l'OCDE ont engagé des pratiques, des démarches, des réglementations qui visent à améliorer la sobriété et l'efficacité des procédés, que ce soit concernant l'automobile, concernant l'industrie, concernant évidemment le bâtiment, qu'il soit tertiaire ou résidentiel. Une évolution plus spécifique, c'est la décarbonation de la production et des usages énergétiques, tout simplement, c'est la problématique du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, et qui sont l'une des problématiques aujourd'hui majeures qui amènent à une évolution de nos pratiques de consommation. Le constat, notamment pour cette problématique de réchauffement climatique et d'émissions de CO2, c'est tout simplement, comme on peut voir ici, donc l'évolution de température moyenne de notre planète en fonction de stock, du stock de ce qu'on voit ici en abscisse, du stock de carbone accumulé au cours des années dans notre atmosphère. Nous avons un objectif, en tout cas collectivement, un objectif a été défini par l'accord de Paris qui est de ne pas dépasser 2 degrés, c'est-à-dire de ne pas dépasser un certain stock de carbone ou de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Symboliquement, c'est autour de 1000 gigatonnes de carbone et à peu près 3700 gigatonnes de dioxyde de carbone. Évidemment, ceci est conditionné par les émissions à l'atmosphère qui sont représentées ici. Donc, on émet en général chaque année des quantités
importante hein, au niveau mondial, qui se situe autour de 40 à 50 gigatonnes par an de CO2, et bien sûr, il serait nécessaire pour aboutir à une maîtrise de cette élévation de température à privilégier des scénarios, j'oserais dire, durables, c'est-à-dire une réduction des émissions significative, voire, bien sûr, vers des émissions les plus faibles possibles, voire annuler, c'est peut-être probablement un schéma utopique, dirons-nous, mais au moins se limiter à des niveaux d'émissions acceptables. Pour, bien sûr, hein, avoir un stock de CO2 qui soit le plus faible possible dans l'atmosphère. Qui génère du CO2 ben, ce sont toutes les activités humaines, en particulier, comme vous pouvez voir ici, au niveau mondial. Vous pouvez voir toute la production d'électricité et de chaleur, hein, au niveau donc centralisé, et qui permet bien sûr d'alimenter l'industrie, d'alimenter le bâtiment, mais aussi les usages directs de chaleur et donc de production de gaz à effet de serre dans l'industrie, et puis bien sûr le transport, que vous voyez ici, et le bâtiment de façon d'utilisation directe des combustibles fossiles qui émettent du CO2. Vous voyez à peu près effectivement sur une émission moyenne de 49-50 gigatonnes de CO2 équivalent sur l'année 2010. Alors tout ceci a amené bien sûr à une concertation entre les pays, et ceci donc avec des grandes dates qu'on peut noter ici, hein, qui sont souvent liées à des conférences internationales hein, sous l'égide de l'ONU, et qui ont abouti, hein, après Kyoto en 97, qui est la première réunion qui a essayé de limiter les émissions de CO2, enfin d'amener les pays à s'engager à limiter les émissions de CO2, jusqu'à la conférence de Paris, qui s'est donné comme objectif de ne pas dépasser une élévation de température de plus de 2 degrés. Et donc, de fait, de limiter l'émission de CO2. Alors, ceci au niveau français, c'est évidemment la mise en place de réglementations et de normes, dont il sera présenté un certain nombre de celles-ci dans la deuxième partie. C'est par exemple, de façon générique, les audits réglementaires, la norme ISO 50001, qui est la norme qui est le système de management de l'énergie, les mises en place de plans de comptage, les bilans carbone, le déploiement des certificats d'économie d'énergie, de ce contrat de performance énergétique, et plus particulièrement sur le bâtiment, de règles particulières comme la réglementation thermique RT 2012, la RE 2020, donc réglementation énergétique 2020, des décrets qui se mettent en place actuellement, des décrets tertiaires, des décrets BACS, les DPE qui sont bien connus, un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments, et puis des normes performantielles sur beaucoup d'équipements techniques, bon, sur lesquels il serait peut-être trop long de parler, mais c'est effectivement des points qui sont abordés, notamment dans les fiches pratiques, dont il sera question tout à l'heure, portées par les techniques d'ingénieurs. Alors, donc au fond, on voit bien que dans les prochaines années, un ensemble de contraintes va s'imposer aussi bien aux acteurs de l'industrie, du transport, du bâtiment, alors qui sont des contraintes, bien sûr, environnementales, puisqu'on vient parler de changement climatique, hein, on l'a compris, mais aussi, et là on le vit actuellement, de sécurité énergétique, c'est-à-dire de dépendance énergétique qu'on essaie de réduire, hein, de difficultés d'approvisionnement, hein, et de surenrichissement de la facture énergétique, mais aussi des ressources énergétiques physiquement limitées, il ne faut pas l'oublier, hein. Et puis évidemment, si on veut choisir de nouvelles solutions, bien sûr, la contrainte économique qui se traduit par des coûts d'investissement qu'il faut supporter, et les coûts des ressources, bien sûr, qui vont fortement augmenter. Parlons de la filière bâtiment. Filière bâtiment qui est à l'origine en France hein, de 23% des émissions de CO2, donc quasiment à égalité avec le transport, la première source d'émissions de CO2, transport un peu plus. Par contre, très gros consommateur d'énergie finale, donc le distorsion entre 23% et 43%, c'est l'usage d'électricité, notamment faiblement carbonée, comme l'énergie nucléaire. Et donc, le résidentiel et le tertiaire sont le deuxième contributeur à l'effet de serre. Donc, bien sûr, ça mérite bien sûr un intérêt tout particulier. Si on regarde maintenant le tertiaire, on s'aperçoit que les usages qui sont générateurs de consommation énergétique et donc à terme d'émissions de CO2, ce sont des usages qui sont soit des usages de confort, notamment chauffage et eau chaude, mais d'autres usages. Alors, les autres usages sont divers. Ça peut être des usages de climatisation, ça peut être des usages
d'éclairage, ça peut être des usages de bureautique, comme on peut le voir par exemple dans les bureaux. Donc c'est des usages qui peuvent largement atteindre, voire dépasser dans certains cas, les consommations associées au confort de type chauffage et eau chaude. Alors, les réglementations françaises, qui d'ailleurs sont le résultat de l'application des directives européennes et des politiques nationales, ont vu, j'irais, les obligations en termes de performance des bâtiments neufs évoluer, vous comprenez, entre une RT 2000 à 190 kWh énergie primaire par mètre carré par an, à progressivement 50 en RT 2012, qui est déjà obsolète, dirons-nous, sur les nouveaux bâtiments, à la RE 2020 qui va tendre vers un bâtiment neutre en consommation d'énergie. Ceci, bien sûr, a été impulsé par la réglementation et notamment par ce qui a été le Grenelle de l'environnement il y a plusieurs années. Alors, tout ceci vous amène, bien sûr, à des obligations de moyens, énergie renouvelable, pour les enveloppes étanchéité à l'air, pour les isolations des parois, pour le traitement des ponts thermiques, sur l'aspect éclairage, la prise en compte de l'éclairage naturel, pour la protection, le problème de confort d'été, les protections solaires, tout ceci bien sûr avec de multiples autres dispositifs techniques à mettre en œuvre. La RE 2020 intègre quelque chose de particulier et de nouveau, en dehors du recours aux énergies décarbonées, mais ceci est renouvelable, ceci je dirais était déjà prévu dans l'RT 2012, bon bien sûr ça s'accroît avec la RE 2020, c'est surtout la prise en compte des matériaux de construction pour évaluer l'impact environnemental du bâti. Donc là on intègre ce qu'on appelle l'énergie grise dans le bilan énergétique global du bâtiment. Ceci suppose l'utilisation de ce qu'on appelle d'ACV, d'analyse de cycle de vie. Alors passons à un autre secteur, le transport. Le transport, c'est, comme on l'a signalé, c'est un des gros postes d'émissions de CO2, et au niveau mondial, au niveau français, et notamment le transport routier. Comme vous voyez ici, le transport routier, ici en vert, c'est un des éléments majeurs d'émissions de gaz à effet de serre, largement devant tout ce qui est l'aviation, le maritime, notamment. Alors, si donc on s'intéresse au transport routier et au transport de véhicules utilitaires ou de véhicules légers, on voit que là encore, les réglementations ont pris leur place avec cette évolution des émissions, des objectifs d'émissions de CO2 pour des parcours normalisés en grammes par kilomètre. Vous voyez, donc entre l'année 2000 et l'année 2025 et au-delà, vous voyez qu'une division plus de 2 des émissions au kilomètre de ces véhicules. Donc c'est une première évolution très forte de la construction automobile. Et ceci se fait avec aujourd'hui encore des motorisations thermiques, que ce soit essence ou diesel, avec des solutions techniques qui doivent permettre justement de réduire vous voyez, le taux de réduction des émissions de CO2, et avec une succession de technologies, je dirais, avancées, pour aboutir à des solutions nouvelles, alors nouvelles aujourd'hui, pas totalement, hybridation bien sûr, et puis surtout électrification complète de la motorisation. Alors, électrification, qui est un débat ouvert bien sûr, depuis que l'Union européenne fait le choix de privilégier l'électrification, les véhicules électriques, au détriment des véhicules à motorisation thermique, et au fond, 2 stratégies sont possibles, qui reste bien sûr à affiner, qui est donc l'électrification avec motorisation électrique traditionnelle, je dirais, qu'on appelle EV, véhicule électrique, adapté pour des petites distances, adapté pour des charges relativement réduites, et puis à l'autre extrême, pour des grandes distances, des charges lourdes, eh bien, l'usage de la pile à combustible via, bien sûr, l'usage de l'hydrogène. Donc cette électrification, je dirais, peut prendre différentes formes. Pour autant, électrifier un véhicule ne veut pas dire forcément une réduction des émissions de CO2, comme le montre cette figure, où au fond les émissions de CO2 sont analysées pour des véhicules traditionnels, dirons, à essence, voire diesel, autour de 176, 133 grammes de CO2 par kilomètre, mais l'électrique, il serait quasiment neutre si vous avez de l'électricité qui était une électricité purement renouvelable, bien sûr, idéalement.
Mais il faut bien comprendre que l'électricité n'est pas purement décarbonée. On voit que l'impact des véhicules légers sont quand même autour de 60, sur le mix énergétique européen. Sur le mix énergétique français, on voit effectivement que par contre l'impact est très fort. Par contre, sur un pays qui aurait une consommation de charbon importante, ben, vous voyez, on retrouve des valeurs qui sont assez similaires à ce qu'on peut observer sur des véhicules à moteur thermique. Pour les véhicules électriques, bien sûr, se pose la question des batteries électriques. Et il y a une nécessité, pour que cette filière se développe, que deux choses, que les capacités, les performances de ces batteries croissent en termes de capacité de stockage, c'est-à-dire de ramener soit au volume, soit à la masse. Donc vous voyez ici des objectifs à 500 Wh au kilo ou à 1000 Wh au litre. Donc de ramener, de pouvoir capter et stocker, surtout stocker une énergie le plus importante possible sur un volume le plus réduit possible. Ceci peut être, bon, les technologies d'aujourd'hui sont des technologies de lithium-ion, rien ne dit que nous n'irons pas vers des solutions alternatives dans les prochaines années, et notamment qui s'affranchissent en particulier du lithium et pourquoi pas du cobalt. Alors, passons au dernier thème, c'est l'industrie. On a vu quand même que l'industrie est l'un des plus gros émetteurs de CO2, notamment via la production d'électricité et de chaleur. Et donc, c'est une des problématiques qu'il faut traiter. Alors, il faut traiter non seulement, bien sûr, comment produire l'énergie électrique à faible impact CO2, et comment utiliser cette énergie produite pour, bien sûr, réduire cette consommation, en tout cas l'utiliser au mieux. Bien, pour ce qui est de la production centralisée d'énergie électrique, bon, la question de l'hydrogène est bien sûr soulevée, avec une mix entre renouvelable et conversion électricité hydrogène, par exemple, et distribution d'hydrogène, ça s'appelle l'hydrogène vert, ou alors la production d'hydrogène bleu par l'usage de fossiles, mais la captation de CO2, et ensuite, bien sûr, et bien entendu, la conversion d'hydrogène. Et donc, pour autant, l'usage d'énergie doit être le plus efficace possible, donc efficace énergétique, c'est-à-dire équipement efficace, architecture intelligente, régulation, très important, l'usage de la chaleur et de l'électricité de façon combinée, c'est-à-dire co- et trigénération, avec valorisation des rejets thermiques, bien sûr l'intégration d'énergie renouvelable et de carburant vert, et puis une solution qui est déjà mise en œuvre, l'effacement de la demande. Alors, cogénération et valorisation des chaleurs fatales, le schéma ici, ce n'est pas un diagramme de Sankey. Au fond, quand vous brûlez un combustible, les habitudes font qu'on a une partie, l'énergie est utile, vous voyez ici en orange, et puis une partie de l'énergie est perdue, en vert. Énergie perdue, ce qui fait d'ailleurs que le rendement du dispositif est faible. L'objet ici, c'est de dire, ok, l'énergie utile pour la production est là, mais faisons quelque chose de l'énergie perdue qu'on appelle chaleur fatale. Alors, elle peut être transformée, elle peut être valorisée dans l'industrie qui est elle-même utilisateur de ces combustibles, utilisatrice de ces combustibles. Elle peut bien sûr être limitée en termes de pertes par l'isolation, par exemple de techniques de réduction des consommations. Elle peut être aussi valorisée en externe, entre deux usines, deux sites industriels de proximité, et puis, bien entendu, elle va être potentiellement perdue. Alors un exemple de valorisation, il y en a beaucoup, mais un exemple de valorisation, c'est celui que j'ai retenu ici, c'est l'usage de cycle Rankine, c'est-à-dire de valorisation de la chaleur, bon ici des fumées par exemple, de sortie de four, qui va être utilisé pour vaporiser un fluide qui va lui-même être détendu dans une turbine, condensé, et qui va permettre, grâce à la détente de turbine, à produire de l'énergie mécanique et énergie électrique. Alors, ceci ressemble beaucoup, vous allez me dire, à une centrale thermique, oui, mais souvent, ici, de beaucoup plus petite capacité que les centrales thermiques traditionnelles, et avec des fluides qui permettent justement de simplifier la technologie du dispositif. Simplifier les turbines, simplifier le cycle lui-même. Ça s'appelle le cycle de Rankine, qui est utilisé ici. Et donc, vous voyez ici des machines tout à fait industrielles qui sont utilisées et qui vous permettent justement de transformer la chaleur perdue en énergie, bien sûr, électrique, qui est facile à valoriser, bien entendu.
Le phénomène d'effacement, l'effacement de la demande, tout simplement, l'idée est simple. Vous avez un consommateur qui ne valorise pas, qui n'utilise pas toute la puissance dont il a droit en termes de consommation d'énergie électrique. Donc il peut travailler, contractualiser avec un opérateur d'effacement qui va valoriser les puissances électriques, ici par exemple 1 MW, vers un autre client. Donc il y a un contrat qui fait que bien sûr le consommateur initial s'engage à laisser disponible cette puissance de 1 MW. Cette puissance de 1 MW est cédée à un fournisseur qui le cède lui-même à un nouveau consommateur qui, lui, a une demande importante de puissance électrique. Et ceci donc permet de faire un gain non seulement pour celui qui réalise l'effacement, donc il a un gain financier et énergétique, pour l'opérateur d'effacement, et bien sûr pour le consommateur qui a un besoin parfois ponctuel d'une puissance électrique au-delà, la puissance auquel il a souscrit. Alors, il a été signalé que le stockage de CO2 pourrait être une solution pour justement verdir une partie de la production d'hydrogène. Ce stockage de CO2, c'est plutôt une vision d'avenir, mais c'est une question qui se pose pour les grands industriels qui sont émetteurs de CO2 pour lesquels les solutions sont quand même alternatives, sont limitées. Ici, donc, la solution, c'est de capter ce CO2 et de le stocker et de l'injecter dans des sites géologiques adaptés. Alors bien sûr, le process est complexe, la mise en œuvre ne fait que débuter, il y a quelques opérations au niveau mondial qui sont mises en œuvre, bon, mais c'est une alternative qui ne doit pas être abandonnée et négligée. L'hydrogène, l'hydrogène également, c'est une vision d'avenir. L'hydrogène, c'est une production, comme on l'a vu, énergie renouvelable, hydrogène vert, énergie fossile, hydrogène bleu, s'il y a captation, bien sûr, captation du CO2. À ce moment-là, vous alimentez, bien sûr, en hydrogène les usagers. Ça peut être sous la forme d'hydrogène liquide. Ça peut être aussi sous la forme de... vous pouvez le stocker avec des combinaisons avec des hydrures. Et éventuellement, vous pouvez le transformer en fluide comme l'ammoniac, par exemple, qui peut avoir un usage direct en tant que carburant. Et donc, l'avenir peut-être de cet hydrogène, c'est effectivement de faire des hubs qui permettent de produire, d'utiliser, voire d'exporter cet hydrogène, comme on voit ici ce schéma d'artiste, pourrait-on dire, mais qui sont des scénarios qui sont pris très au sérieux dans un certain nombre de pays, aux États-Unis en particulier, en Allemagne, et des pays qui peuvent aussi des producteurs d'énergie, d'hydrogène par le biais d'énergie renouvelable, et on pense toujours aux pays qui ont une ressource solaire importante, ou une ressource éolienne importante, ou une ressource hydroélectrique importante. Ceci, c'est des choses qui se mettent en place actuellement. Et donc, nous arrivons à la fin de cette première partie, au fond, à mettre en évidence, il se trouve en 2023, un brusque renchérissement de l'énergie, qui pose là non plus la question de 2 ans, 3 ans, 4 ans, de la problématique de la décarbonation, etc., mais qui pose dès aujourd'hui le problème de la réduction de la facture énergétique. Et donc, c'est ce que va nous présenter M. Baronous sur cette deuxième partie. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Marvillier, pour ces présentations. Je vais vous présenter en quelques mots les fiches pratiques des techniques de l'ingénieur donc sur la transition énergétique. Donc, il s'agit d'une rubrique de fiches pratiques qui se nomme « Réussir sa transition énergétique ». Cette rubrique fait partie de l'offre ressources énergétiques et stockage. Donc, si vous êtes abonné aux techniques de l'ingénieur, vous avez d'ores et déjà accès depuis le mois de décembre à cette nouvelle rubrique qui contient 26 fiches pratiques et qui sera alimentée à nouveau au fil des mois qui viendront. Mais il y a déjà 26 fiches pratiques tout à fait complètes qui ont été réalisées en partenariat avec l'ENSIAT, par M. Marvillier, par M. Léon Nouindé et par 3 autres auteurs. Ces fiches pratiques vous aideront à comprendre de quoi on parle, transition énergétique. Elles vous introduiront au sujet de mener un audit et réaliser un diagnostic. Puis, vous donneront des pistes d'action pour décarboner notamment les utilités industrielles, pour favoriser la mobilité à émissions réduites et pour limiter la consommation d'énergie
dans les bâtiments industriels, et également pour organiser le facility management. Alors, qu'est-ce qu'une fiche pratique? C'est un format court, pratique, comme son nom l'indique, et très concret pour vous accompagner dans la mise en place de solutions efficaces pour réussir la transition énergétique. Donc, je remercie Monsieur Marvillier et Monsieur Nwinde qui ont très largement participé et qui ont rédigé ces fiches pratiques avec leur équipe d'auteurs. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons rentrer dans le détail pour essayer de comprendre une facture d'électricité type et puis le marché de l'énergie dans sa globalité et proposer quelques solutions techniques pour alléger sa facture d'énergie. Alors, en 1973, on produisait déjà 514 TWh avec 9% de nucléaire. Cette part a été augmentée à 1423 TWh en 2020 avec 75% de nucléaire. Donc, sur le graphique de droite, on voit le bilan énergétique de la France avec une grande partie des ressources primaires qui sont perdues lors de la transformation de l'énergie. Et on se rend compte au niveau de la production nucléaire où il y a 2/3 de la chaleur qui est perdue, tout simplement. Sur la partie production vs consommation, on se rend compte qu'aujourd'hui en France, on produit 510 TWh d'électricité pour une consommation de 424 TWh. Donc ces données, elles sont corrigées des variations climatiques. On se rend compte que 1/3 de la consommation est dédié au secteur industrie, 1/3 pour la partie tertiaire et 1/3 pour la partie résidentielle. La part dédiée au résidentiel a la tendance à augmenter de manière plus importante que les autres, hein. C'est en raison de l'électrification du modèle énergétique de la France. Au niveau de l'intensité énergétique, alors qu'est-ce que c'est? C'est le ratio entre la consommation d'énergie finale et notre PIB, le produit intérieur brut. Donc on peut voir que depuis 1990, il y a des efforts considérables qui sont faits sur l'intensité énergétique, hein, qui traduit un peu l'efficacité énergétique finalement. Et on peut se rendre compte que sur le graphique de droite, encore une fois, il y a deux secteurs qui vont nous intéresser particulièrement, qui sont le secteur tertiaire et le secteur résidentiel, qui sont deux grosses locomotives, hein, dans cette réduction de l'intensité énergétique. On peut se rendre compte ici sur l'évolution des prix de l'énergie que entre 2019 et 2020, il y a une chute qui est principalement due au confinement, mais qu'entre 2020 et 2021, il y a eu une hausse très importante du coût de l'énergie. Alors cette hausse, elle est de 393% pour le gaz et 238% pour l'électricité. Alors, ce qui est frappant sur ce graphique, c'est que cette hausse, alors elle continue en 2022, bien sûr, mais il y a une corrélation importante entre l'électricité et le gaz. Et on va revenir après sur cette corrélation. J'ai mis ici quelques indicateurs. Ici, c'est la fin du confinement, en fait, hein, la reprise de l'activité. Ensuite, on a le mouvement des troupes russes, les premiers mouvements avant de parler de guerre, et puis la déclaration officielle de la guerre par la Russie. Donc on se rend compte que avant tout cela, il y a un marché de l'énergie qui était très très plat, où très peu de choses se passaient, et puis d'un coup, il y a des mouvements très importants qui traduisent un certain nombre de choses qu'on va voir juste après. Alors, pourquoi le prix du gaz a augmenté finalement? On a des raisons qui sont claires, qui sont d'une part la hausse très importante de la demande mondiale et principalement en Asie avec la reprise économique. On a un sujet plus technique qui est la maintenance des installations en Norvège. On a d'autre part la Russie qui retient qui a sa production de gaz pour forcer à la mise en service du nouveau gazoduc Nord Stream 2. Et finalement, nous avons le faible remplissage des stocks de gaz européens qui sont dus à une mauvaise anticipation de la hausse des prix du gaz. Par contre, pour la partie électricité, eh bien, on n'a pas de vraie raison. Donc c'est pour cela qu'on a mis plusieurs hypothèses, Donc l'une d'elles, ce serait l'évolution du coût de production d'électricité.
on se rend compte donc que l'évolution du coût d'électricité n'a pas été si important que ça, hein. On voit qu'entre 2019 et 2020, on a 21% de hausse, et entre 2020 et 2021, on a seulement 8% de hausse. Ce qui ne peut pas expliquer les plus de 200% qu'on avait avant. Ensuite, l'hypothèse numéro 2, ce serait une augmentation de la consommation. Donc là, on se rend compte sur ce graphique qu'il y a une baisse en 2020, qui est normale en raison du confinement, mais que cette baisse se poursuit jusqu'aujourd'hui. Donc ça n'explique pas cette flambée du prix de l'électricité. Ensuite, on pourrait se dire qu'une grande partie de l'électricité est faite à partir du gaz. Et là, ici, sur ce graphique, on se rend compte qu'il y a à peu près moins de 7% de l'électricité qui est faite à partir du gaz. L'hypothèse numéro 4, ce serait un manque de concurrence sur ce marché. Et on se rend compte qu'il y a plus de 80 acteurs sur le marché de l'énergie aujourd'hui, donc on ne manque pas de concurrence. La seule hypothèse qui est plausible aujourd'hui, c'est l'abaissement de la production d'électricité qui est lié au vieillissement des centrales nucléaires. Et on se rend compte effectivement, sur ce graphique-là, depuis 2018, qu'on a une chute presque continue de la production d'énergie par les centrales nucléaires. Mais ce n'est pas la seule raison. La vraie raison de cette envolée des prix de l'électricité, elle est due à un mécanisme, le mécanisme de fixation du coût d'électricité, hein, qui est défini à l'échelle européenne et non pas à l'échelle française, et donc qui dit que le marché il fixe le prix de l'électricité au niveau du coût variable, c'est-à-dire du combustible, de la centrale la plus chère qu'il faut faire fonctionner pour répondre à la demande d'électricité. Donc, ce qui nous donne 7% d'électricité réalisée à partir du gaz qui impacte 100% du coût d'électricité. Voyons d'un peu plus proche comment ça se caractérise. On a pris un exemple ici, c'est une journée réelle, hein, c'est le 29 août 2022 à 9h. Nous avions un besoin en énergie de 60 GWh. Donc là, ici, nous avons toutes les centrales qui produisent de l'énergie, hein, en commençant par le nucléaire, les énergies renouvelables, les barrages, etc. En combinant toutes ces énergies, on arrive à un coût moyen de production de 119 €, qui est déjà assez élevé. Et la logique voudrait que ce soit ce prix-là qui soit représentatif du coût d'électricité à ce moment-là. Sauf qu'on se rend compte ici que le coût variable le plus élevé, c'est une centrale à gaz, au passage qui est en Pologne, eh bien, et son coût de production il est à 850 €, et c'est ce coût-là qui a été retenu pour cette fameuse journée du 9 août. Finalement, sur le marché de l'électricité, il y a les fournisseurs historiques d'un côté et les fournisseurs alternatifs. Donc les fournisseurs historiques, ils fournissent un tarif régulé dont nous connaissons la fin des tarifs jaunes et verts depuis 2016, et en 2021, on a eu la fin des tarifs régulés pour les entreprises de plus de 10 salariés ou plus de 2 millions € de chiffre d'affaires. Donc il reste aujourd'hui que le tarif bleu, qui est pour le résidentiel et les petits commerces. A noter que pour le gaz, il y a la fin du tarif régulé à partir du 1er juillet 2023. Ici, nous avons deux graphiques qui nous montrent la répartition des tarifs réglementés pour les particuliers et les entreprises. On se rend compte que les particuliers sont toujours majoritairement en tarif régulé, alors que les entreprises ne sont plus au tarif régulé depuis 2016. Ce qui explique pourquoi la hausse des coûts elle a principalement été ressentie plutôt chez les entreprises que chez les particuliers. Au niveau de la facture d'électricité, on voit ici une évolution depuis 2010, avec une augmentation d'environ 4% par an. Vous avez ici le TURPE, le TURP, qui est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est en légère croissance. Vous avez ici d'autres taxes qui sont la TFCE et la CTA, sur lesquelles on ne va pas s'attarder, et vous avez le CSPE, la contribution au service public de l'énergie. Et on se rend compte qu'à partir de 2022, la CSPE elle a été totalement limitée à son minimal réglementaire qui est de 1 € par mégawattheure. Donc le CSPE, c'est la subvention, pour faire simple, c'est la subvention des énergies renouvelables. Et ensuite, on a une deuxième action qui constitue ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, qui est la limitation du coût sur les fournitures
mais encore une fois, c'est pour les tarifs réglementés, donc pour les puissances inférieures à 36 kVA. Donc concernant les solutions techniques, on va commencer par une obligation réglementaire dont vous avez certainement entendu parler, qui est le décret tertiaire, hein, qui concerne les bâtiments tertiaires sur le territoire national de plus de 1000 m², hein, que ce soit l'ensemble du bâtiment, la partie de bâtiment ou seulement un étage dans un bâtiment. Et l'obligation vous oblige à réduire votre consommation de 40, 50 et 60%, respectivement en 2030, 2040, 2050. Donc voilà. Alors ça, c'est l'objectif, bien sûr, en valeur relative, hein. On a d'autres objectifs en valeur absolue qui dépendent de l'activité, mais c'est quelque chose qui prouve aujourd'hui que le gouvernement met en place des mesures très concrètes et à grande ampleur, hein, pour réduire les consommations d'énergie finale. On va parler également d'une autre obligation réglementaire, qui est le décret BACS, hein, BACS pour Building and Automation and Control System, qui est à partir du moment où vous avez au sein de votre immeuble une puissance nominale de plus de 290 kW, hein, que ce soit du chauffage ou de la climatisation, vous avez l'obligation de mettre en place un système de gestion, de pilotage intelligent du bâtiment, hein, ce qu'on va appeler la GTB ou la GTC, qui ont pour principale caractéristique, hein, de vous aider à piloter votre immeuble, mais également de réduire vos consommations d'énergie d'environ 15% grâce à cette optimisation, d'avoir un bâtiment qui est collecté avec une amélioration du confort thermique et un gain de temps important en exploitation. Vous avez à disposition les certificats d'économie d'énergie, hein, qui sont une subvention gouvernementale, et ces certificats-là, en fonction des travaux que vous avez entrepris, si vous répondez à certaines exigences qui sont les prérequis des fameuses fiches C2E, eh bien vous avez le droit à des subventions. Donc je vous invite grandement à vous rendre sur le calculateur d'économie d'énergie de l'ADEME, qui permettra de vous donner une vision sur un projet type, et puis vous aider à cibler les fiches que vous pouvez obtenir, donc les subventions, hein, in fine, que vous pouvez obtenir pour vos travaux. Les CPE, alors le CPE, c'est un contrat de performance énergétique. Il en existe deux types. Donc ici, on voit le contrat dit de service. C'est un contrat pour une durée courte, de 1 à 3 ans, avec un objectif d'économie d'énergie qui va de 15 à 20%, et un investissement qui est très faible, parce qu'il est porté principalement par l'exploitant. Vous avez ici le graphique, où vous voyez l'économie qui est garantie par l'exploitant, hein, par l'opérateur, qui est, disons, de 15%. Et si l'exploitant fait plus que les 15% qui sont garantis au contrat, eh bien, il se rémunère sur cette partie complémentaire. On peut fixer un certain seuil qui, au-delà, il y a un intéressement qui est partagé entre le propriétaire, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, et l'opérateur. Et vous avez les contrats de performance énergétique qui sont dits de travaux, qui sont là pour une durée plus longue, avec un objectif d'économie d'énergie qui est lui aussi plus important, mais également avec un investissement qui est plus important. Par contre, cet investissement-là, il peut être porté par un tiers investisseur, ça peut être une entreprise travaux. Et le graphique là vous montre bien qu'à partir du moment où vous avez réalisé vos travaux d'économie d'énergie, eh bien vous avez un temps d'amortissement, et après ça se concrétise par des économies garanties. Autre solution, challenger tout simplement son fournisseur. On a parlé tout à l'heure du TRV, un tarif réglementé, que vous voyez ici au centre. On se rend compte qu'à un certain moment, vous avez des entreprises qui sont moins chères et des entreprises qui sont plus chères que le TRV. Donc il ne faut pas hésiter justement à challenger son fournisseur d'énergie pour trouver le meilleur. Vous avez des solutions techniques pour valoriser et verdir votre patrimoine. On voit ici l'exemple des panneaux solaires. Vous avez plusieurs types, hein, avec ou sans stockage, mais vous avez soit l'autoconsommation totale, soit l'autoconsommation avec revente de surplus, et la revente totale d'électricité sur le réseau. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a une réglementation qui est très coercitive sur la partie photovoltaïque, qui a tendance à se détendre, et de plus en plus, le gouvernement va aider à subventionner ces types d'énergie. Ensuite, vous avez les pompes à chaleur. Donc, les pompes à chaleur, hein, c'est un système qui permet de récupérer les calories gratuites
qu'on peut retrouver dans la Terre. Et c'est un système qui peut s'avérer très intéressant si vous avez la possibilité, bien sûr. On ne peut pas faire ça absolument partout, mais c'est une solution que vous devez étudier systématiquement lors d'un projet de rénovation énergétique. Alors, on a appris il y a quelques jours que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, allait justement engager une aide pour les ménages à hauteur de 5 000 € pour aider à converger vers ce système énergétique. Ensuite, vous avez les réseaux de chauffage ou de climatisation urbaine qui sont pas forcément du consommer moins, mais consommer mieux, car tous les réseaux de chauffage urbain, tous les réseaux urbains de manière générale, ont une partie d'énergie renouvelable et récupérable importante. Là, on voit ici, par exemple, pour la CPCU, qui a 51% d'énergie renouvelable. Et ensuite, vous avez une série d'outils de monitoring. On voit ici, par exemple, des capteurs intelligents, où vous allez pouvoir identifier de manière assez précise le comportement thermique de l'immeuble, savoir comment il se comporte à la fois de jour et de nuit, en fonction des saisons, et qui va vous permettre justement d'adapter l'utilisation de vos systèmes énergétiques. Autre système, le smart metering. Là, c'est l'exemple d'un système de Smart Impulse que vous mettez en sortie de votre TGBT et qui vous donne de manière assez précise la consommation pour chaque poste. Donc, ça vous permet à la fois d'identifier de manière précise vos consommations par usage et de pouvoir anticiper toutes les dérives en temps réel. Vous avez d'autres solutions pour réaliser du sous-comptage. On voit ici la solution d'Equivolt qui vous apporte une solution de facturation, une gestion d'autoconsommation avec, pareil, des informations qui sont dites en temps réel. Et enfin, vous avez des outils digitaux. Donc là, c'est le cas d'une plateforme de gestion de patrimoine collaborative qui se caractérise par un carnet de santé qui va centraliser vos données patrimoniales et vous donner une vision globale. Alors ça peut être à la fois à l'échelle d'un immeuble, mais aussi à l'échelle d'un parc immobilier sur une échelle nationale, par exemple. Vous avez un accès facile et permanent à toutes vos données avec un environnement flexible et collaboratif et une donnée qui est fiable et sécurisée. L'avantage, c'est d'avoir un niveau de connaissance de votre patrimoine qui est accru et avec une priorisation de vos investissements en termes d'investissements travaux énergétiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour ces présentations. Je vous propose que l'on passe tout de suite donc à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Une première question. Alors, du coup, je la pose, messieurs les intervenants, vous passerez la parole pour y répondre. Existe-t-il un bilan multisecteur des émissions de méthane similaire à celui que vous avez présenté pour le CO2, sachant que le méthane est bien plus dommageable pour l'effet de serre, effectivement? Alors, bon, j'essaie de répondre. Je pense que... Alors, j'en ai pas fait un, mais effectivement, il y a un nombre de données statistiques intéressantes. Tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre sont bien relativement tracées, parce qu'il n'y a pas que le méthane, il y a les CFC, les HFC, il y a SF6, il y a un nombre d'autres, il y a 6 grandes familles de gaz à effet de serre, elles sont bien tracées, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est une demande du GIEC à chaque pays de faire des inventaires. Ouais. Maintenant, je n'étais pas présenté, je n'étais pas disponible, mais enfin, ça se trouve, tout à fait. Est-ce que, messieurs Paonous, vous voulez préciser la question ou c'est pas nécessaire? Non, je pense que c'est très clair. Effectivement, les données sont disponibles. Après, les bilans sont faits. Il faut juste arriver à sourcer la donnée, mais effectivement, ces bilans-là existent, oui, tout à fait. Très bien. Alors, nous avons une deuxième question. Le véhicule électrique est-il une solution à la pollution atmosphérique? Si oui, la fabrication des batteries n'est-elle pas plus dangereuse? Oui, non, mais c'est effectivement une question tout à fait pertinente. C'est un vrai, si vous voulez, il est clair que
on a tout à l'heure parlé des batteries, c'est sûr, lithium-ion, il y a le problème de la ressource, il y a le problème du fin de vie, tout à fait, il y a de vraies questions qui sont posées, hein, et auxquelles probablement on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc c'est vrai qu'il y a parfois pas dire un emballement, mais enfin oui, pas être un emballement, puisqu'on s'est dit qu'on n'aura plus de véhicules thermiques en Europe en sortie d'usine en 2035. Donc effectivement, c'est vraiment il y a des questions qui sont posées auxquelles il n'y a pas de réponse. C'est tout à fait vrai. L'impact, d'ailleurs on l'a vu, l'impact CO2 dépend foncièrement. D'abord, on ne parle même pas de la ressource matériaux, mais l'impact aussi CO2 dépend de la ressource énergétique et électrique. Donc, si vous voulez, on a tendance un peu à évacuer ces problèmes-là. Il avait raison. L'interlocuteur, vous avez raison. Hein, ça pose beaucoup de questions. Et si vous voulez, en Pologne, avec un véhicule électrique, entre un véhicule électrique et un véhicule diesel, je ne suis pas convaincu que ça soit un véritable avantage. Enfin, pour l'instant, hein, je parle de la Pologne parce que c'est un pays qui utilise beaucoup de charbon pour produire son électricité. Très bien, je vous remercie. Alors, troisième question, pourquoi ce mécanisme de fixation des prix de l'électricité qui pénalise la France et son énergie nucléaire? Pourquoi? Alors, est-ce que vous pouvez reposer la question? Pourquoi ce mécanisme de fixation des prix de l'électricité qui pénalise la France et son énergie nucléaire? C'est le jeu de la collectivité, hein. C'est un travail d'équipe, il y a des règles qui ont été fixées au niveau européen et aujourd'hui, la France en paye le prix. Malheureusement, je n'ai pas de réponse précise sur ce point-là, mais c'est le jeu de l'équipe. Alors, pourquoi autant de fournisseurs vendent au-dessus du TRV? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, parce que le TRV, historiquement, est dédié à EDF et Engie. Et après, effectivement, je pense Youssef a bien expliqué le sujet. Le sujet, il est aujourd'hui lié à un marché qui est européen, à des fournisseurs qui se sourcent forcément sur le marché en spot, qu'on appelle directement au spot du marché, et que le spot est constitué de ce que vous venez d'exprimer juste avant, d'une règle européenne. Et donc, on a des prix qui sont au-dessus du TRV. C'est le premier sujet. Après, là où Youssef a aussi bien expliqué le sujet, c'est que pour la partie résidentielle et B2C, EDF a gardé quand même une extrême majorité des clients. C'est-à-dire que les clients sont revenus, ça a été un des effets de cette crise, les gens sont revenus à leurs clients chez EDF et donc sont revenus au TRV pour ce que EDF a pu accepter. Merci. Est-ce que le véritable impact environnemental des équipements ENR de production électricité est pris en compte? Entre parenthèses, énergie grise, ressources naturelles, pollution lors de la fabrication. Alors moi, juste là-dessus, je vais abonder ce que disait Monsieur Marvillier, qui était intéressant. C'est qu'en fait, que ce soit pour les voitures aux batteries lithium, que ce soit pour l'ENR, on ne décarbonera, et ça a été bien expliqué dans la présentation, je trouve, on ne décarbonera qu'en créant des filières locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet des batteries lithium, c'est qu'elles sont produites en Chine et importées. Donc ça pose la question du transport, du coût de carbone de ce transport. Donc le sujet aujourd'hui, que ce soit de l'ENR ou des voitures électriques et de ces nouveaux usages à bas carbone, c'est que l'outil en tant que tel n'est pas tout le sujet du carbone produit. Et qu'il faut créer des filières, il faut que le pays se dote d'usines. On parlait d'usines hydrogène, c'était très intéressant aussi. Donc la création de filières permettra d'aller plus loin encore dans la décarbonation. Ce n'est pas que le matériel qui compte dans les calculs, ça on en a parlé, je trouve ça intéressant. Et c'est la création de filières qui nous permettra de vraiment tendre vers un extrême bas carbone. L'exemple typique, c'est l'exemple du panneau photovoltaïque. Les filières européennes, malheureusement, ont été fortement mises en concurrence avec les filières chinoises, qui, elles, étaient beaucoup moins respectueuses au niveau de la production de ces panneaux sur les émissions. Les modes de production du silicium cristallin étaient beaucoup plus coûteuses en polluants, dirons-nous, en Chine qu'en Europe. Mais n'empêche que les entreprises qui sont développées sont essentiellement chinoises. Donc, il faut prendre en compte cette réalité.
En tout cas, il faut prendre en compte cet exemple pour ne pas le reproduire. Tout à fait. Alors, une autre question, quelles sont vos propositions pour les PME? Faut-il passer par un engagement collectif? Sur quelle partie? Sur l'achat d'énergie? Alors là, je peux aussi répondre sur cette question-là, mais effectivement, s'associer et créer des groupements d'achat, c'est intéressant parce que plus vous achetez en volume, plus vous faites des économies d'échelle. L'électricité est devenue, comme certaines matières premières, le même marché, c'est-à-dire que les économies d'échelle sont faites du volume. Donc oui, se trouver dans un groupement est intéressant pour peu que ce groupement soit bien conseillé. Voilà, c'est juste ce que je dis. Mais oui, se regrouper en pôle d'achat, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. J'aimerais rajouter que tant que le mécanisme de fixation du coût de l'énergie n'a pas été en profondeur adapté, même réadapté, on n'arrivera pas à revenir à des coûts qu'on a connus au cours des dernières années. Donc il y a un gros effort gouvernemental à faire de ce côté-là. D'accord, très bien. Alors, quel conseil en termes de procédure de mise en place de la maîtrise de son énergie? C'est une bonne question. Bonne question. Alors, les techniques de l'ingénieur, donc toutes les fiches pratiques. Exactement, j'allais dire les fiches pratiques déjà vous aideront beaucoup. Les fiches pratiques sont là et je pense qu'on va les compléter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Hein. Mais elles sont là justement pour vous aider sur tous les aspects. On a proposé aujourd'hui quelques solutions, mais bien sûr, c'est pas exhaustif. Hein, c'est pas en 20 minutes qu'on va refaire toutes les solutions. Mais voilà. Vous voulez compléter, M. Marvillier? Oui, donc l'une des difficultés d'ailleurs d'une présentation même orale, mais d'une présentation plus exhaustive, c'est la diversité des solutions. Et effectivement, il faut faire des mixtes de solutions, des mix intelligents de solutions, hein, à la fois pour respecter les réglementations, à la fois pour réduire sa facture. Hein. Et ça, effectivement, c'est un exercice assez délicat. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut du conseil. Il faut quelqu'un qui oriente, je dirais, le consommateur, surtout le consommateur qui est confronté à sa hausse vertigineuse de facture. Il faut du conseil, ça c'est sûr. On a parlé tout à l'heure même de renégocier les contrats de fourniture, hein, c'est tout bête, mais voilà, il y a plein d'opérations, plein de démarches qui sont importantes à faire, mais qui supposent une rationalité et puis des conseils avisés. Tout à fait. Monsieur Scarano, une question plutôt pour vous. Equivolt aurait-elle des solutions pour les copropriétés construites dans les années 60? Question précise. Alors, Equivolt a des solutions, effectivement. Je ne vais peut-être pas les déployer ici parce que c'est un peu... mais oui, il y a des solutions. Mais je ne sais pas qui pose la question, si c'est une personne physique ou si c'est une entreprise, mais on peut nous se rapprocher des syndics professionnels qui, généralement, gèrent la partie technique et locative de ce type d'actifs et regarder avec eux comment on peut mettre en place un système soit de monitoring, soit de refacturation derrière. Donc j'invite cette personne, si elle veut, on a un LinkedIn qui est très bien fait, elle peut nous faire un petit mot et on lui répondra avec grand plaisir. Très bien. Alors une question un peu plus... Alors oui, la personne a précisé qu'elle était membre du conseil syndical, voilà, d'où sa question. Bien. Ben, alors on a un site internet même, avec mes coordonnées, et elle peut... Très bien. Alors, une question un peu plus prospective. Est-ce qu'il existe des solutions de captation de CO2 efficaces et viables économiquement? J'irais non. Enfin, non, efficace, oui. Viable économiquement, vous imaginez bien que ce dispositif va surenchérir forcément le coût du kilowattheure ou le coût de l'énergie produite, puisque au fond, derrière derrière une chaudière, une grosse chaudière industrielle, vous voyez, je rajoute tout un système de captation, de réinjection, voire de transport du CO2. Vous imaginez que vous générez évidemment des surcoûts. Et donc, c'est une vraie question. Alors, il y a des opérations de démonstration, on n'en est qu'au niveau des démonstrateurs, c'est-à-dire au niveau d'abord de la faisabilité technique et ensuite de l'intérêt économique. Donc, probablement que la question va se poser, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup?
ou est-ce qu'il ne faut pas éventuellement favoriser d'autres ressources énergétiques? Mais il va être quand même difficile, hein, si vous êtes d'accord, de abandonner le fossile dans les dizaines d'années à venir, dans les dizaines d'années à venir. On est à 80% de consommation d'énergie d'origine fossile, donc qui génère du CO2 hein, lorsqu'on le brûle. Donc c'est une vraie question. On n'est pas encore assez avancé, techniquement pas encore assez. Bon, il y a des opérations, mais une opération de démonstration, ce n'est pas une opération industrielle totalement maîtrisée. Et donc, le surcoût sera là. Mais le surcoût sera là, vous voyez bien que le surcoût est là, même malgré le fait qu'on ne fasse pas ce type d'opération. Donc, on a une vraie question maintenant de la répartition des filières. On a parlé d'hydrogène, on a parlé d'hydrogène vert, pourquoi pas, hydrogène gris, ou non, pas gris, excusez-moi, bleu. C'est une vraie question. Et ça, on est qu'en devenir. Hein. Là, les réponses ne sont pas encore pas prêtes. Moi, je voudrais compléter avec un petit point, c'est que aujourd'hui, les coûts de l'électricité, on a vu, ils sont encore au-dessus de 100 € du mégawattheure, même 130 € du mégawattheure. Eh bien, ce type de solutions vont devenir économiquement viables naturellement via l'avancée technologique d'une part, mais d'autre part, grâce au fait que économiquement, ça sera faisable. Parce que le coût de l'énergie sera plus élevé. Alors, merci beaucoup pour la remarque sur les panneaux photovoltaïques. Une question sur la production des panneaux photovoltaïques. N'est-elle pas un formidable levier pour l'emploi local et pour la production locale d'électricité? Si, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les filières sont effectivement des filières qui seront viables, hein, puisque la demande est là et les dispositifs réglementaires sont aussi incitatifs. Donc oui, il faut pousser ce genre de sujet. Il faut, comme le disait Youssef, simplifier les démarches, puisqu'elles étaient quand même compliquées, et ça a été fait. Et puis derrière, il faut permettre que quand même, le dire, mais que ces enjeux doivent avoir un retour sur investissement intéressant, et c'est le cas en ce moment, et donc c'est pour ça qu'il y a une grosse accélération de la filière photovoltaïque en ce moment en France. Donc oui, il faut inciter à créer des filières locales, je le pense sincèrement. Oui, je pense que l'histoire de cette filière photovoltaïque qui remonte, il y a 20 ans, où d'ailleurs l'État français, par des tarifs de rachat très avantageux, a essayé de doper cette filière. Sauf que cette filière a basculé progressivement en termes de production, hein, pas d'installation, mais en termes de production, a basculé dans les pays que j'ai cités, hein, vers la Chine. Et donc, si vous voulez, il y a eu malgré tout une sorte de... C'est un bon exemple d'école, hein, d'une filière qu'on aurait dû maîtriser localement en Europe. Hein, je ne parle pas de la France. L'Allemagne avait une très grande avance au niveau de la production des panneaux, et on l'a perdu pour des raisons, je dirais, commerciales, des raisons de prix et des raisons de dumping, hein, disons clairement, de dumping fait par certains producteurs. Et moi, j'ajouterais à ce que vous dites, Monsieur Marvilliers, qu'il faut rendre ces filières moins sensibles aux évolutions réglementaires, puisque la filière photovoltaïque avait effectivement une avance de production et on avait dopé avec un rachat intéressant. Et dans les années 2010, on a utilisé un moratoire qui a freiné en fait ce développement, ce qui est dommage. Et il faut absolument rendre ces filières moins sensibles à des évolutions réglementaires qui freinent en fait les investisseurs. Donc il faut que ce soit très ancré dans les prochaines années sur la volonté des pouvoirs publics de développer la production photovoltaïque. Très bien. Alors, une autre question sur cette fois-ci le domaine du tertiaire bureau. On continue de louer des milliers de mètres carrés dans des passoires énergétiques. Quels sont les leviers pour pousser les bailleurs clients à rénover ces espaces de travail? Le levier, il est réglementaire, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on a le décret tertiaire qui va bousculer le marché. On a vu que à cause de la crise sanitaire, on a pris beaucoup de retard sur cette réglementation, qui est rentrée en application que fin 2022. Aujourd'hui, les bailleurs commencent à se poser la question. Hein. On a des gros bailleurs qui commencent tout juste à se poser la question. C'est assez dramatique qu'ils se réveillent aussi tard. Mais en tout cas, le mouvement est bien en route et on va connaître dans les 3 à 5 ans à venir des investissements massifs sur les structures, le bâti et les technologies de production énergétique. Et j'en suis convaincu. On y arrivera parce que de toute manière, c'est vers cela que l'on converge.
tout à fait. Alors, nous avons une question sur quelle serait la meilleure solution pour atteindre une indépendance énergétique relativement rapide et efficace. J'imagine peut-être en France. Là, c'est pas un seul système, hein. C'est un ensemble de systèmes. Alors oui, effectivement, aujourd'hui on ne l'est pas, hein, bien sûr, et bon, on a quand même l'énergie nucléaire, hein, qui a constitué pour nous une solution d'indépendance remarquable, hein, faut le dire. Même si on peut discuter des problèmes de l'énergie nucléaire. Donc on a quand même mais ça ne sera pas suffisant, hein, parce qu'il n'empêche qu'au niveau de coût d'usage, on voit bien dans le transport, on est tributaire d'énergies qui sont importées. Donc effectivement, la difficulté, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure de la voiture électrique. Bon, d'abord, attention de ne pas se tromper, attention d'avoir les filières sur nos territoires, en tout cas sur le territoire européen, ce qui n'est pas gagné d'avance. Parlons d'hydrogène. Et est-ce qu'on aura la technologie au niveau européen, ou ce serait une technologie américaine, hein, ou chinoise? Vous voyez, on voit bien les tentatives actuellement de faire migrer l'industrie de production de haute technologie vers les États-Unis, hein, avec des systèmes d'aide et de soutien. C'est une vraie question, hein. Mais effectivement, l'indépendance, c'est une vraie question, mais auquel je pense qu'on n'a pas encore on n'a pas les réponses et on n'a pas peut-être mis tous les leviers qui convenaient. J'ajouterais peut-être, c'est un point que j'aurais aimé développer dans mes slides, c'est qu'aujourd'hui la France, elle est largement exportatrice d'énergie. Il y a des échanges qui sont faits depuis, on va dire presque toujours, hein, avec tous les voisins, hein, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et aujourd'hui, le solde exportateur de la France, il est à 46 TWh. C'est presque 10% de sa production nette d'électricité. Donc l'indépendance énergétique, on l'a, et on l'a entre guillemets, hein, mais c'est un enjeu, effectivement. C'est une très bonne question. La question, c'est effectivement comment substituer ce qu'on importe des pays pétroliers, soyons ou gaziers. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'économie hydrogène peut être intéressante, sauf que on n'a pas forcément la capacité sur notre territoire de produire suffisamment. Hein, il faut produire, l'hydrogène est un vecteur, hein, c'est un dispositif de stockage et de vecteur énergétique. Il faut avoir l'énergie décarbonée disponible. Bon, le nucléaire en est une. Les renouvelables en sont une, mais bon, il faut des territoires. Regardons ce qui se passe. Qui est-ce qui investit le plus dans cette filière-là? C'est les Émirats Arabes Unis, c'est Koweït, c'est le Qatar. Ils ont des surfaces énormes, ensoleillées. Ils vont en faire une sorte au lieu d'avoir des ressources minérales gazières sur lesquelles ils vivent aujourd'hui, ils vont avoir des ressources solaires et des ressources de territoires peu chères pour produire de l'hydrogène, voire le transformer si éventuellement nécessaire et l'exporter vers chez nous, quoi. Donc c'est une vraie question, hein, cette filière de l'avenir hors électricité, hein, sur laquelle on a, on a le nucléaire et sur lequel la France s'est réinvestie dans le nucléaire, mais la filière où on a besoin de combustible, à plus traditionnel, hein, gazeux, c'est une vraie question. Et là, notre positionnement, il n'est pas forcément, il n'est pas encore très clarifié, quoi. Il y a une intention gouvernementale, mais faut voir d'un côté, il y a tellement des enjeux, tellement des investissements monstrueux, hein, que probablement nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir posé ces questions. On va devoir arrêter là parce qu'il est déjà 12h20. Mais en tout cas, je remercie vivement Monsieur Marvillier, Monsieur Baounous et Monsieur Scarano pour ces interventions tout à fait intéressantes. Je vous remercie pour votre participation. Merci à l'ENSIAT aussi de s'être associé à ce webinaire. Et je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire des techniques de l'ingénieur. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt.